Bonjour. Un absent si présent, serait-on tenté de dire, au sujet du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a décidé de ne pas prendre part au grand dialogue national convoqué par le président de la République du 30 septembre au 4 octobre prochain. Une chose est sûre, l'ombre de Maurice Kamto va planer sur ses assises malgré son absence, tant le MRC semble avoir confisqué l'actualité politique au Cameroun depuis la fin de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 et l'incarcération de certains de ses cadres, militants et alliés. Qu'est-ce qui a motivé cette décision du MRC et quelles en sont les conséquences? Nous poserons la question à Maître Emmanuel Sim, vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est notre invité. Emmanuel Sim, bonjour. Bonjour, monsieur Tanier, heureux de vous retrouver. C'est beau, c'est rajeuni. Merci beaucoup. Alors, pourquoi avez-vous refusé au MRC de participer au grand dialogue national annoncé par le président de la République? Le MRC n'a jamais refusé de participer au grand dialogue national. Le MRC est le parti qui, je pense, parmi les premiers, avait appelé à la tenue dans ce pays de ce dialogue. Dès le 25 juillet 2015, à Bamenda, où nous étions à un meeting, le président Kamto avait déjà lancé l'alerte parce que ceux qui allaient dans cette partie du Cameroun pouvaient se rendre compte qu'il y avait de la tension dans l'air. Et le 16 décembre, en Ngaoundéré, 2016 en Ngaoundéré, l'appel a été relancé d'organiser donc ce dialogue-là. Mais nous le voulions inclusif, nous le voulions combinatoire, c'est-à-dire que ces résolutions devraient être rendues, prendre force de loi. Ce qui se passe donc, c'est que nous sommes pour le dialogue et nous sommes toujours prêts pour le dialogue. On peut y aller demain. Mais il est évident que dans les conditions actuelles, dans lesquelles le président du MRC est incarcéré, embastillé, pris en otage, parce que pour nous, c'est ce qui est le cas, il est pris en otage par M. Biya, qui lui demande, par ses ministres, de demander pardon, et en même temps que des alliés, et près de 200, vous imaginez, cadres, militants, sympathisants du MRC, on ne comprendrait pas, en tout cas eux ne comprendraient pas qu'on se rende à la table de négociation ou des discussions alors qu'eux, ils sont emprisonnés. Alors vous l'avez dit, depuis le début de cette crise il y a 3 ans, le MRC n'a eu de cesse de prôner le dialogue comme méthode de résolution de cette crise séparatiste qui mine le Cameroun, je l'ai dit, depuis 3 ans. Et maintenant qu'on convoque ce dialogue, vous fixez les conditions de votre participation à la libération de vos cadres. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous demander ce que vous cherchez enfin? Non, vous avez appelé au dialogue et quand le dialogue arrive, vous n'y êtes pas. Écoutez, j'ai une image qui me passe à l'esprit. Je peux avoir faim, je peux crier famine pendant 10 jours. Mais est-ce que cela autorise celui qui m'apporte à manger de m'apporter des cailloux comme nourriture? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui de manière légitime. Oui, nous voulons qu'il y ait dialogue. Nous avons appelé au dialogue. Mais quel est le dialogue qu'on est en train de faire? Nous voulions un dialogue inclusif. Cela veut dire qu'il est inclusif si toutes les personnes concernées par le dialogue peuvent y participer. Et aujourd'hui, si on dit que les hommes politiques sont invités à un dialogue, il est évident qu'on ne peut pas éviter Maurice Kamto, qui a été déclaré 2e à la présidentielle d'octobre 2018. On ne peut pas appeler des personnalités politiques qui ont 1000 fois moins d'envergure et ne pas l'appeler au dialogue. C'est ça la question. Donc pour nous, ce qu'on fait là ne sera pas un dialogue si M. Kamto, par sa posture d'homme politique, en tout cas 2e selon l'État du Cameroun, 1er selon nous, s'il est en prison, ce n'est pas un dialogue. Et ce n'est pas la seule condition. Celle encore, je dis, elle est importante, mais nous avons donné, ce n'est pas des conditions. Nous disons que c'est des préalables qui peuvent permettre d'arriver à un vrai dialogue. Et en l'état, aucun de ces préalables n'est en vue et apparemment ne sera pas mis en jeu. Alors, est-ce que l'occasion, justement, la tribune de ce grand dialogue national n'aurait pas pu être
une occasion pour le MRC de demander justement pendant ces assises la libération des sécessionnistes qui ont été incarcérés depuis quelque temps, ainsi que des leaders du MRC incarcérés le 26 janvier 2018 pour les uns et ceux qui ont été incarcérés un peu plus tard en mars 2019, le 26 janvier 2019 et en mars 2019. Est-ce que justement le grand dialogue national n'aurait pas pu être une occasion pour vous de poser cette revendication? Écoutez, le grand dialogue national va être pour nous l'occasion de demander qu'on libère M. Kamto. Nous l'avons demandé dès le 28 janvier, parce qu'il a arrêté le 28 janvier à Douala, chez le député Albert Zongan, en compagnie de M. Penda Ekoka. Donc, depuis le 28 janvier au soir, nous avons demandé sa libération. Ce n'est pas lors du dialogue que nous allons prendre l'occasion pour demander une libération que nous demandons depuis des mois et des mois. Non. Pour nous, le dialogue devait permettre non pas de demander qu'on libère Kamto, mais de discuter sérieusement sur des questions qui aujourd'hui sont en train de miner le Cameroun et de l'amener dans l'abîme. Est-ce qu'il est sérieux que c'est au cours d'un dialogue national qu'on a demandé une libération? Pour nous, c'est un sujet qui devait être déjà résolu en avance. Parce que nous pensons que le dialogue posera, en notre sens, des vrais thèmes, des thèmes fédérateurs, même des thèmes fondateurs pour notre Cameroun. Parce qu'il nous faut bâtir un nouveau pays. Après 59 ans d'indépendance, il est l'heure de nous arrêter, de souffler et de nous demander quel est le pays que nous voulons bâtir demain. C'est le dialogue qui aurait pu le faire. Ce n'est pas des questions comme celle-là qui devraient être à l'ordre du jour du dialogue, à notre point de vue. Ne craignez-vous pas, Emmanuel Sim, que la cause du MRC et de vos camarades soit mise sous le boisseau? Je le dis parce que moi j'ai regardé les préalables qui ont été posés par les autres partis politiques de l'opposition et on ne parle pas vraiment du cas des militants du MRC incarcérés. Tout juste demande-t-il la libération de Ayoub Tabé et des autres sécessionnistes. Est-ce que vous n'avez pas peur que votre cause soit finalement mise sous le boisseau? Je n'ai pas lu les propositions des autres partis politiques. Ou tout de moins ignorer carrément. Je n'ai pas lu ce que les autres partis politiques d'opposition ont pu dire ou proposer à M. John Gouté. On est mieux servi que par soi-même. Hein, voilà, non, je veux dire que... Mais ça me paraît étonnant qu'un parti politique camerounais ne commence pas par ce préalable. Pourquoi? M. Kamto en prison, c'est la mort des libertés publiques au Cameroun. Parce qu'en réalité, Kamto en prison, pour avoir exercé une liberté publique reconnue par la Constitution du Cameroun et par tous les traités et conventions internationaux signés par le Cameroun, ratifiés dûment. Si on met Kamto en prison et que les gens se taisent, cela veut dire qu'on peut avoir peur que demain on mette un autre en prison et que nous ne parlions pas. Non. Si les gens le font, ils savent ce qu'ils veulent. Mais en ce qui nous concerne, nous disons qu'on ne pourrait pas sereinement, si on est honnête, aller à un dialogue aujourd'hui au Cameroun alors que M. Kamto est en prison. Et je pense que d'ailleurs nous-mêmes, au MRC, dans les préalables que nous avons envoyés au Premier ministre il y a quelques jours, nous demandions précisément nous aussi qu'on libère Ayoub Tabé. Vous voyez, nous demandons qu'on libère Ayoub Tabé et tous les anglophones parce que nous pensons que dans un dialogue, on ne peut pas penser qu'à soi, il faut penser à la nation entière. Les autres auraient pu le faire, s'ils ne l'ont pas fait. J'ai dit c'est dommage. Alors Joshua aussi, le vice-président du SDF, a estimé qu'il est absolument malhonnête de vouloir mettre au même niveau une crise qui a déjà fait plus de 2000 morts et la libération des militants du MRC. Comment réagissez-vous à cette position qui vient quand même du vice-président du SDF? Oui, écoutez. Un parti politique aussi important que le vôtre, sinon plus. Non, aussi, on ne peut pas avoir dit une chose pareille. Oui. Je ne vous crois pas. Oui. Joshua ne peut pas dire ce que j'entends là. Oui. Monsieur aussi a été dans mon cabinet, dans mon bureau, pour me demander qu'on mette en place une plateforme pour la libération de Maurice Kamto. Et il y a quelques mois, il ne peut donc pas dire ce que vous dites là aujourd'hui. Sinon, je ne comprendrai pas. Monsieur aussi m'a demandé, il est venu. Il m'a envoyé un draft qui permettrait que nous mettions une plateforme pour combattre, pour nous battre en tout cas, pour que Kamto soit remis en liberté. Et d'ailleurs, quelques temps après, il allait à la télévision pour annoncer cela alors que rien n'avait été signé. Il ne peut pas dire ça. Il ne s'agit pas de mettre sur un même pied d'égalité une question et une autre. Non, ce n'est pas ça le problème aujourd'hui. Le problème, c'est que nous avons au Cameroun des soucis et il faut parler de tous les soucis
auxquels le pays est confronté. Et l'un d'eux, précisément, c'est l'incarcération de Kamto. Je dis, pas en tant que personne, mais c'est l'incarcération, c'est l'embrigadement des libertés publiques. Et d'ailleurs, c'est l'un des thèmes que nous avons demandé à être mis sur la table, celui des libertés publiques, aussi individuelles, aussi bien individuelles que collectives. Alors, au-delà des préalables que vous avez fixés, des préalables à votre participation à ce dialogue et qui, manifestement, ne seront pas satisfaits par le gouvernement. Alors, au-delà... oui, qui sait? Je l'espère. Au-delà, donc, de ces préalables, est-ce que vous pensez que le dialogue qui aura lieu du 30 septembre au 4 octobre va pouvoir ramener la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Vous y croyez? Je suis d'un naturel optimiste. Ouais. Je suis un Camerounais qui aime son pays. Moi, je vis dans ce pays. Je n'ai jamais vécu ailleurs. Et j'ai des enfants qui étudient dans la zone anglophone et qui ont décidé d'étudier là-bas parce qu'ils auraient pu étudier en zone francophone. Je suis donc un père qui, tous les soirs, dort la peur dans le ventre pour mes enfants, mais pas seulement pour eux, pour tous les enfants du Nord et du Sud-Ouest, pour ceux qui ne vont pas à l'école tous les jours. Et évidemment, je rêve que le 6 octobre 2019, la crise prenne fin, que les enfants repartent à l'école. Ce dialogue doit pouvoir nous dire quels sont les résultats attendus. Autrement, on va discuter, on va causer et puis on ne fera rien. Il faut, c'est une des conditions, que les résultats attendus soient expressément donnés par ceux qui ont convoqué ce dialogue national. Par exemple, qu'on nous dise que le 6 janvier, à 8 h, l'école va reprendre. Le 6 octobre, je vais dire, que le 5 octobre 2019, il n'y aura plus de crépitement d'armes à feu. Qu'on nous dise, comme ça on pourrait évaluer les résultats du dialogue. Mais si on le fait comme ça, je pourrais dire, attendons-nous tous de voir ce que ça va donner. Mais j'ai du mal à y croire. Pourquoi? Un dialogue national doit être consensuel, aussi bien dans le choix de l'ordre du jour, dans le choix des partis au dialogue, dans le choix du lieu du dialogue, dans le choix de la date et donc du calendrier du dialogue, et consensuel dans la décision à prendre pour que les résolutions soient transformées en loi. Les résolutions et force de loi après le dialogue. Donc, tout cela doit être fait de manière consensuelle dès lors qu'il y a un seul individu, un seul, M. Biya, qui a convoqué à la date qu'il a choisi le dialogue, qui va choisir les personnes qui vont aller au dialogue, qui a fixé l'ordre du jour du dialogue, il a cantonné dans la décentralisation, ce qui veut dire qu'il mettrait de côté les autres thèmes qu'on pourra apporter à la discussion comme la forme de l'État. Alors si lui seul décide de tout, eh bien ce dialogue n'a pas de chance d'aboutir parce que dès le départ, ab initio, il a été vicié par le défaut de consensus. Et nous ne sommes pas les premiers au Cameroun à avoir fait un dialogue national. On a vu ça ailleurs, il y a des années, en Afrique, en Amérique latine ou en Europe, même en Asie. On ne crée rien au Cameroun. On ne crée pas le chaud dans ces pays. Et il y a des normes, des canons connus mondialement pour la tenue de ce dialogue. Et ce que Paul Biya fait, ce n'est pas un dialogue. Vraiment, c'est peut-être un monologue, mais pas un dialogue. Alors, malgré tous les griefs que vous soulevez, comment expliquez-vous l'engouement que l'on observe de la part de tous ceux qui vont participer à ce dialogue et qui défilent dans les services du Premier ministre depuis quelque temps et qui sont consultés par le chef du gouvernement, ainsi que la communauté internationale qui a salué ce dialogue annoncé par le président de la République? Comment explique-t-on à votre niveau cet enthousiasme-là? Non, écoutez, je ne sais pas si c'est l'enthousiasme, les gens attendaient le dialogue. Et donc, il est normal que les Camerounais, quand ils entendent le dialogue, puissent se lever et aller. Malgré les griefs que vous avez soulevés? Nous-mêmes avons été à la primature. Oui. Vous voyez, pas seulement des autres. Nous-mêmes avons été à la primature. Oui, sauf que vous êtes allé à la primature fixer des conditions de votre participation. Non, nous lui avons suggéré surtout parce que on ne retient que les conditions qu'on a posées. Oui. Mais non, je dis pour nous, ce n'est pas des conditions. Je préfère parler de préalable au dialogue. Oui. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Les mots ont un sens quand même. Tout à fait. Nous disons ceci. Par exemple, il fallait qu'il y ait une commission préparatoire au dialogue. Ce n'est pas une condition du dialogue. Nous pensons que cette commission aurait pu donc
créer le consensus dans le choix des personnes, des dates et de ce que j'ai dit du calendrier, de l'ordre du jour et du reste. Cette commission préparatoire n'est pas une condition, elle est juste un préalable. De la même manière, la libération d'Ayoub Tabé pour nous est un simple préalable. Pourquoi? On ne peut pas parler aujourd'hui de la crise anglophone et ignorer, mettre entre parenthèses, Ayoub Tabé Julius, dont je suis l'avocat, et espérer arriver à un vrai dialogue. C'est ça la question. Des gens iront au dialogue. Il semble qu'il y a l'argent qui circule déjà. Peut-être certains viennent parce qu'il y a de l'argent qui va circuler, je n'en sais rien. Mais je dis ceci, j'ai peur qu'en 5 jours, on ne puisse pas discuter de tous les thèmes que les personnes consultées ont apportés. Et même, M. Tagneux, est-ce que vous pensez sérieusement qu'en 8 jours ou en 3 jours qui vont séparer la fin des consultations et le début du dialogue, on aura eu le temps de compulser toutes les propositions et d'en tirer un agenda de l'ordre du jour? Je ne sais pas comment ça va se passer. Il faut peut-être compter sur la grande capacité de travail du Premier ministre et de ses collaborateurs. Je l'espère, mais je dis, il me semble compliqué. Monsieur le cardinal Toumi, m'a-t-on dit, a apporté 400 pages de propositions, 400 pages. Quand je fais la sommation de toutes les personnes qui amènent tous les jours des laïus à la primature, je doute fort qu'on ait le temps d'analyser, de séquencer et de retenir les thèmes qui reviennent. Parce qu'en réalité, si on faisait une vraie consultation, on pouvait dire, voici les critères sur la base desquels on choisira les thèmes du dialogue. Qu'est-ce qui revient le plus dans les propositions que les gens font? La forme de l'État, ok, c'est très bien, on met ça numéro 1 comme thème. Qu'est-ce qui revient? Les questions électorales, c'est numéro 2, on met ça comme thème. Mais là, comment est-ce qu'on va nous expliquer le choix des thèmes qui viendront alors que personne n'a eu le critère définitif qui a guidé ce choix? Non, je pense qu'on peut faire mieux. Si le président Biya, qui dit qu'il est élu par les Camerounais, voulait vraiment qu'il y ait un dialogue, il n'aurait pas attendu 3000 morts pour le faire, il n'aurait pas attendu toutes ces vies, tous ces blessés, tous ces villages rasés et toutes ces personnes aujourd'hui qui vivent hors de leur territoire naturel et même en dehors du pays. Il n'aurait pas attendu ça. Je pense que s'il veut le faire ce dialogue, il l'aurait fait depuis très longtemps et il l'aurait fait tel qu'on lui demande. Je rencontre nos amis étrangers, nous les rencontrons tous, voilà. Et ils sont évidemment attentifs à ce qui va se passer, mais ils ne vous ont pas dit qu'ils font confiance en ce dialogue. Il y a un dialogue, ils ne peuvent pas dire grand-chose, ils sont des diplomates, ils vont regarder ce qui se passe, mais vous n'êtes pas sûr qu'ils font confiance en ce dialogue à 100%. Je ne crois même pas qu'eux-mêmes, ils font confiance en ce qui se passe. Mais je dis nous tous, on verra, on est témoin de l'histoire. Le 5 octobre n'est pas loin. Si les âmes se taisent au nord et au sud-ouest, et si le col reprend, eh bien, je vais donner une bouteille de bière à celui qui la mérite. Alors, parmi les grands absents à ce grand dialogue national, il pourrait y avoir les mouvements armés qui combattent dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui ont pour la plupart décliné leur participation à ce grand dialogue. Qu'est-ce que votre client, Ayoub Tabé, on ne va pas vous demander d'entrer dans le secret de vos conversations avec votre client, mais qu'est-ce qu'il en pense de cette absence des mouvements séparatistes à ce dialogue? Il est d'accord ou alors il le regrette? Non, il faut déjà me demander ce qu'il pense de son absence à lui-même. Oui. Oui, écoutez, Ayoub Tabé... Bon, lui, malheureusement, il est incarcéré. Non, Ayoub Tabé... Oui. Et il y a une question que je me pose quand même, depuis un certain bout de temps. Oui. J'entends dire qu'on appelle aux négociations les bandes armées. Donc des gens qui ont les armes à main, on les appelle à la négociation. Pour qu'ils viennent à Yaoundé s'asseoir à la table du dialogue. Qu'est-ce qui peut expliquer dans ce cas qu'Ayoub Tabé, qui n'est pas armé, soit en prison et qu'il lui ne soit pas là? Ça veut dire qu'on fait la prime aux armes? Je veux comprendre. Mes clients comme Mancho BBC, que j'ai défendu au tribunal militaire il y a 1 an, eux n'avaient pas pris les armes en 2017, en 2016, quand on les a arrêtés. Aucune arme n'avait encore crépité. Comment on laisse BBC Mancho, Ayoub Tabé et les autres en prison, et on nous dit qu'on appelle plutôt au dialogue ceux qui ont les armes? Et il y a une question de cohérence qu'il faut poser et comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, Ayoub Tabé représente une personnalité importante dans cette crise anglophone. Il s'affirme comme séparatiste. Il faut l'appeler. Il faut parler avec lui. Nous disons, nous, qu'il est Camerounais.
Lui dit qu'il est ambazonien. Mais moi, je n'en crois pas, il n'y a pas d'ambazonie. Et donc, il faut appeler Ayuk Tabé et discuter avec lui, ici ou ailleurs. On ne peut pas faire le dialogue avec ses amis, alors que le dialogue se fait avec ses ennemis, disait quelqu'un. Mais aujourd'hui, on a le sentiment, quand on voit, en tout cas les préalables des personnes reçues à la primature, notamment au niveau des régions, que les régions ont envoyé des militants connus du RDPC seulement et que ça risque d'être une affaire RDPC, et pire, une affaire dans laquelle les francophones sont à 80% ou même un peu plus. En tout cas, le Premier ministre a tenu à rassurer que les anglophones seront beaucoup plus nombreux à ce grand dialogue national par rapport aux francophones. Ces anglophones, là, M. John Gauthier. C'est rassurant. Oui, mais quels anglophones seront présents en grand nombre? C'est les anglophones de M. John Gauthier. C'est ces anglophones à lui qui a mandaté ces anglophones pour aller les représenter. Je pense qu'on aurait pu faire la All Anglophone General Conference avant. C'était une occasion en or de laisser les anglophones d'abord s'asseoir entre eux, fédéralistes, unionistes, séparatistes, se parler en face et décider donc de ceux qui vont aller les représenter à ce dialogue. Donc on aurait pu faire un dialogue, un mini-dialogue avant pour qu'on aille à ce dialogue. Parce qu'autrement, c'est M. Paul Biya et John Gauthier qui vont choisir leurs bons anglophones qui viendront à la table de négociation. Le président Paul Biya l'a suggéré dans son discours du 10 septembre dernier. Il a estimé que son pardon n'était pas exclu pour Ayuk Tabé et éventuellement pour Maurice Kamto, ses alliés, ainsi que ses militants qui sont incarcérés à la prison de Kondengui, à condition, a tenu à préciser Grégoire Ouna cette semaine, qu'il demande pardon. Alors, est-ce que la lettre de pardon de Maurice Kamto est déjà prête? Vous savez, en mars 2019, lorsque mon confrère Moretti est venu au Cameroun, nous sommes allés voir le président Kamto à la prison et il nous a demandé de dire au monde entier qu'il tend la main à M. Paul Biya pour discuter avec lui. M. Sadi, ministre camerounais, a estimé que Kamto ne représentait rien et qu'il n'était pas au niveau de Biya pour parler à M. Paul Biya. Comme c'est pour bien ne parler qu'avec Dieu, apparemment. Biya doit parler avec tous les Camerounais, même de basse classe et de basse condition. Donc, Kamto Maurice n'a pas de pardon à demander parce qu'il n'a commis aucun crime en état. Il est poursuivi devant un juge militaire pour des règlements de compte politiques. Il faut que M. Paul Biya sache, s'il faut le pardon, c'est lui qui doit demander pardon aux Camerounais. C'est lui, Paul Biya. Il doit demander pardon pour les 3000 morts. C'est lui qui a dit en novembre 2017 que la guerre est déclarée. Il doit demander pardon pour les personnes déplacées. Demander pardon pour les morts des Zeka. Parce qu'on avait un chemin de fer absolument délabré, qui n'est pas digne d'un pays comme le nôtre, alors qu'il est depuis 37 ans au pouvoir. C'est lui, Biya, qui doit demander pardon aux Camerounais. Parce que la Cour des Nations n'a pas été organisée au Cameroun et que tout un peuple a été humilié. C'est à lui de demander pardon pour tout ça. Et ce n'est pas Kamto. Il n'a commis aucune faute. Les fautes sont du côté où on sait. 37 ans après quand même, je pense que si M. Biya se promenait parfois à Yaoundé et voyait l'état de la voirie urbaine de Yaoundé, peut-être qu'il demanderait pardon. Mais voyez-vous, il ne vit pas ici, il vit ailleurs. Le pardon, ce n'est pas nous. On ne demandera pas pardon pour une faute qu'on n'a pas commise. On préfère pourrir en prison, on préfère mourir en prison, mais ce serait quand même exceptionnel d'aller demander pardon alors qu'on dit qu'on n'a commis aucune faute. Alors, Maître Sim, vous êtes, on le sait, avocat. Quelle est la position du barreau par rapport à ce dialogue national convoqué par le président de la République? Ce que je peux vous dire, c'est que le bâtonnier de l'ordre des avocats, mon ami Charles Tchagouté-Patsé, a été à la primature à la tête d'une délégation assez importante de nos confrères. Il a été consulté, donc le barreau a été consulté en tant qu'organisation de la société civile sur le dialogue. Le barreau a apporté des propositions, je n'en parlerai pas ici parce que je n'étais pas dans la délégation, même si je sais ce qui a été apporté, ce n'est pas de le dire ici. Et nous pensons que le barreau également, les avocats avons besoin, comme tous les Camerounais, de ce dialogue. Et nous espérons simplement que les questions de justice, de droits de l'homme, parce que le barreau, dans le monde entier, a toujours été le chien de garde des droits de l'homme
et des libertés et même de la démocratie. Il n'a échappé d'ailleurs à personne que c'est une revendication des avocats anglophones qui a mis le feu aux poudres il y a 3 ans. On peut dire comme ça, mais ce n'est pas la revendication, mais le feu aux poudres, c'est la gestion de la revendication. Oui, parce que les avocats, mes confrères, avaient fait une marche pacifique, ils étaient en robe d'avocat, ils ne menaçaient personne. Des policiers les ont attaqués, ont arraché les robes, les ont tabassés. Donc la crise ne part pas seulement, ne part pas du tout de ce que les avocats ont manifesté, ont demandé que des droits soient respectés. La crise part du fait qu'on n'a pas écouté les avocats, qu'on n'a pas écouté les enseignants, qu'on cesse de renverser l'ordre des choses. Non. Notre marche, nous avocats du Nord-Ouest et des enseignants, ne peut pas être considérée comme l'étincelle. L'étincelle, c'est plutôt la mauvaise gestion d'une revendication corporatiste et à laquelle on a apporté une réponse par la violence. C'est malheureux parce que au Cameroun, nos dirigeants n'ont que cette réponse. Quand il y a un problème, c'est la violence. C'est la violence, c'est leur réponse, la violence judiciaire ou la violence militaire. Quand ils n'ont pas fait un déni, quand ils n'ont pas essayé de corrompre, quand ils n'ont pas fait la roubladise, ils passent par la violence. Et en notre sens, c'est la violence et elle seule qui a été à l'origine des malheurs qui sont les nôtres aujourd'hui. On en reste là. Maître Sim, merci. Je vous remercie, Jean-Bruno. J'espère que je reviendrai une autre fois ici. Avec plaisir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Rendez-vous pour la prochaine édition. Merci.